fringant. Et cette année est sorti le deuxième livre chez Abirato de Alain Joubert, Le passé du futur est toujours présent. Alors c'est un livre qui a eu une drôle d'histoire aussi, et qui sort d'un 4e tiroir. Exactement. Alors voilà, en 76, avec quelques amis, Georges Sebaille notamment, on a voulu faire face à... Il y avait une... Comment dirais-je, il y avait une mode éditoriale à l'époque qui s'appelait la politique fiction. Et il y avait des tas de journalistes, d'écrivains de second rayon et tout, qui écrivaient abondamment des livres sur la politique fiction, qu'est-ce qui allait se produire dans les mois qui venaient. On trouvait ça parfaitement abusif et on a décidé de faire quelque chose qu'on pourrait appeler la politique fiction. Et au cours des discussions, à un moment donné, la chose a pris forme, on s'est dit, ça serait très intéressant, on y était en 76, hein, de faire pour l'année, le temps de le faire, on prenait une année, pour les éditeurs et tout, on va dire, pour 1978, on va y faire un almanach, jour par jour, où nous allons décrire tous les événements qui vont se produire sur les 365 jours de l'année 78. Un almanach prévisionnel, en quelque sorte. Et au lieu que ce soit l'inverse. Et on a réuni plusieurs amis. Il y avait Georges Sebaille, Paul Virilio, vous connaissez peut-être le philosophe qui est toujours actif. Un certain nombre de personnes. Bon, on s'est réparti la tâche, on a dit voilà, on fait tel mois, etc. Bon. Et puis on a commencé à faire la chasse à l'éditeur. Alors dès le début, Didio, qui était l'éditeur du Soleil Noir, était très intéressé, il voulait le faire. Mais évidemment, 365 jours, ça veut dire au moins 365 pages. Avec plus même, parce qu'il était prévu un certain nombre d'illustrations, bien entendu. Et évidemment, ça faisait très lourd à porter pour un éditeur, même aussi complaisant que Didio. Bon, il a renoncé. Il s'est adressé alors à un autre éditeur qui a disparu depuis, qui s'appelait Savel, qui venait de publier quelques livres dans le cadre du surréalisme, qui lui aussi était très enthousiaste et a renoncé. Dans l'intervalle, on continuait de recruter des auteurs, par exemple Georges Perret, qui était très intéressé par l'idée, ça rentrait tout à fait dans sa problématique. Malheureusement, il venait de commencer son œuvre capitale, La vie mode d'emploi, et il n'a pas trouvé une minute suffisante pour consacrer les pages qu'on lui avait consacrées plus tôt. Bon, donc le livre a pris forme, mais plus le temps avançait, plus on avait une date butoir. Il fallait que ça sorte avant 78, sinon ça tombait à l'eau. Et à l'automne 77, on trouve enfin un éditeur, l'édition du Dauphin, qui est un éditeur de livres populaires, presse du cœur, qui avait décidé, on ne sait pas par quel cheminement d'ailleurs, de faire une collection littéraire. Et dont il avait confié la direction à un écrivain qui vit toujours, je crois, Jacques Belfoy. Il se trouve que, bon, je passe sur les détails, on connaissait ce monsieur, et donc il dit, bon, je prends ça. Mais il était déjà trop tard pour faire l'almanach dans la totalité. Alors, on a coupé beaucoup d'auteurs qui ont disparu, etc. Et on a fait un livre qui s'appelait 8 mois avec sursis, parce qu'il ne restait plus que 8 mois pour paraître avant. Bon. Et ce livre est paru donc aux éditions du Dauphin, alors avec les collaborations de tous les gens que j'ai cités et bien d'autres qui sont cités dans la préface. Et puis, le livre a disparu, lui aussi, corps et bien, en même temps que l'éditeur, je crois, pas l'impression. Et cela, bon, est fini. L'opération était terminée. Et puis, un beau jour, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Quand même, ça pourrait intéresser nos amis d'Abirato, parce que je ne pouvais pas, évidemment, rééditer la totalité du livre, et les collaborations autres que la mienne n'étaient pas disponibles. Donc j'ai réuni ma propre collaboration, où il y avait, je ne sais plus combien de jours, 48 jours. 48 jours, donc ça faisait un petit livre qui rentrait tout à fait dans... Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant, on regroupe tout ça, et comme
à l'époque, nous voulions prévoir le futur, mais le futur était passé. Mais si on publiait ça maintenant, il devenait présent. Donc c'était le passé du futur est toujours présent. On va donner le titre, évidemment. Et donc, alors, ce qui est intéressant avec le recul, c'est que au fur et à mesure, donc ça a été écrit en 76, en 76-77, un bon nombre des événements qui sont décrits là se sont produits. Est-ce que l'ambassadeur d'Argentine est mort dans ses toilettes, comme prédit? Mais, par exemple, il y a une histoire de greffe de tête d'inquiété. Donc il est fortement question, et dans la presse récente, il y a des expériences qui sont tentées pour faire la greffe de tête. Ça, il y a déjà ça. Il y a la manifestation de l'opéra entièrement de synthèse, c'est-à-dire ce sont des ordinateurs qui jouent et les chanteurs sont des hologrammes. Ça existe. On vient d'en faire un actuellement, et il y a des même pour les rockers, je crois qu'il y a une tournée Elvis Presley où il y a l'hologramme d'Elvis Presley qui se promène sur scène, etc. Bon, il y a un certain nombre de choses comme ça qui se sont effectivement produites. Alors évidemment, je me suis fait un plaisir de découper chaque fois que je vois ça dans la presse et de truffer mon exemplaire personnel de toute la preuve que j'avais raison à distance. Voilà, donc cette histoire est assez amusante et je crois que ceux qui liront ce livre ne perdront pas leur temps. On peut peut-être commencer tout de suite. Est-ce que vous voudriez bien nous en lire quelques morceaux choisis? Il y a les mutations, l'ambassadeur, par exemple, l'efficacité aussi, c'est très cool. Ah oui, je veux dire un très court. Ah oui, Giscard, oui. Giscard aussi. Oui. Attends, on va te le chercher. Oui, tu le cherches. Ok, assez court. Alors c'est chaque jour. Il y avait un petit titre, comme un article de journal. Là, cet article s'appelait Efficacité. Dimanche 20 août 78. Le responsable des services de surveillance des buttes Chaumont à Paris signale qu'un animal ayant toutes les apparences du loup aurait été aperçu ce matin aux abords du petit lac où s'ébattent ordinairement les canards. Mise en fuite par l'arrivée inopinée d'un habitué du jogging, la bête sauvage se serait réfugiée dans une grotte artificielle. D'importantes forces de police ayant pris position autour du parc, les contrôles d'identité se multiplient et une quinzaine de suspects sont d'ores et déjà placés sous garde à vue. C'est tout à fait cohérent. Alors voilà, ça c'est un peu plus long. C'est un peu spécial. J'enlève mes lunettes parce que ma vue est en train de changer. D'ailleurs, l'article s'appelle Mutation. D'accord. Samedi 20 juin. Monsieur l'ambassadeur d'Argentine est tout à ses besoins. Confortablement installé sur le siège de ses WC personnels, il prend son temps tout en parcourant une note confidentielle qui traite des derniers soubresauts des Monteneros en Amérique latine. C'est alors que l'événement se produit. Quelque chose de monstrueusement glacé entre soudain en contact avec la partie dénudée de son individu. D'un bond maladroit, en raison du pantalon qui entrave ses chevilles, l'ambassadeur se dresse, affolé, tremblant. Un python albinos, gros comme le bras d'un culturiste, émerge d'au moins 40 cm de la cuvette et le regarde de ses petits yeux rouges en balançant lentement la tête. L'ambassadeur se plaque contre le mur, l'horreur gravée sur le visage, incapable d'émettre le moindre son. Doucement, le monstre s'extirpe du siphon, glisse sans bruit sur le sol en faïence de moustier, progresse avec obstination vers l'ambassadeur qui tente vainement de s'intégrer à la tapisserie. À nouveau, ce contact atroce contre le mollet. Une longue traînée gluante, blafarde, froide comme la tombe, s'enroule autour de lui, assurant son étreinte, paralysant par l'épouvante autant que par la force tout mouvement potentiel du malheureux diplomate. Et puis, quand même, c'est le cri. Inhumain, désarticulé, aux limites de l'aigu. On se précipite derrière la porte, on veut la forcer, des coups d'épaule l'ébranlent. Ça y est presque, la victoire en chantant nous ouvre la barrière, il sera sauvé. Alors, d'une voix qui paraît avoir retrouvé toute sa ferme assurance,
Monsieur l'ambassadeur lance un sonore « Occupé !» Il perce un zeste d'irritation. Déconcertés, les sauveteurs s'arrêtent net, les bras retombent, on se disperse sur la pointe des pieds en hochant la tête. Plus tard, beaucoup plus tard, on retrouvera le corps pantelant de l'ambassadeur, les traits atrocement et définitivement tordus par l'angoisse, les membres brisés, toute trace du python aura disparu, laissant planer ainsi un mystère digne de Gaston Leroux pour tous ceux qui ignorent que de nombreux serpents, abandonnés par des amateurs d'animaux exotiques, finalement lassés, se sont créés un univers bien à eux dans les égouts du 16e arrondissement, où se nourrissant de rades, détritus et vivant dans l'obscurité complète, ils développent une mutation qui nous réserve encore quelques surprises. La tuyauterie de nos immeubles leur étant des plus familières. On va en faire une dernière. Je ne sais pas si l'ambassadeur a subi ce sort-là, mais les pitons en question, on en trouve effectivement dans les égouts de Paris. Enfin, pitons ou autres natures, de serpents de même nature. Ah oui, il y en a encore un petit. Là. Un petit dernier, ouais. Un petit dernier. Alors ça s'appelle certitude au pluriel. Jeudi 1er juin. Conférence de presse de Valéry Giscard d'Estaing. N'oublions pas que nous sommes en 78. VGE. Connaissez-vous le sujet dont je souhaite vous entretenir? Réponse. Non, nous l'ignorons, Monsieur le Président. VGE. Comment puis-je valablement développer devant vous un sujet que vous ignorez? Il sort. Stupéfaction. Après quelques minutes, il revient. VGE. Savez-vous ce que j'ai à vous dire? Oui, nous le savons, Monsieur le Président. Alors il est inutile de vous le dire. Il sort. Consternation. Après quelques minutes, il revient. VGE. Si vous connaissez déjà la nature de mon propos, veuillez me le faire savoir. Première réponse. Nous le connaissons. Deuxième réponse. Nous l'ignorons. VGE. Eh bien, que ceux qui en ont connaissance l'enseignent à ceux qui l'ignorent. Il sort, l'origine tient bon.